Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Wilou aujourd'hui pour discuter d'un football sur les potentiels, je dis bien, mouvements que certains joueurs pourraient faire dès cet été. On est encore une fois au milieu de la saison, bon on approche de la fin mais on est quand même dans le crunch, j'ai envie de dire, les matchs importants en Ligue des Champions, des éliminations qui peuvent changer peut-être les perspectives d'avenir de certains clubs ou de certains joueurs. Et aujourd'hui on avait envie je pense, se pencher sur qui sont deux duos qui, à mon humble avis, sont très très pertinents, chacun dans son contexte. Le premier, c'est Harry Kane et Son Heung-min, et le deuxième, c'est les bandits de Napoli qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison, Victor Osimhen et Kvaratskhelia. On va finir par l'avoir et c'est important de connaître son nom et de pouvoir le prononcer parce que ce petit-là, il est là pour rester. En fait, lui, au début, j'étais là, je me suis dit, bon, on va dire Vara, peut-être que le gars, il va faire 1 an, il va disparaître. Mais lui que j'ai vu là, il est là pour 10 ans, pour 20 ans, il est là, je dis bien, peut-être pour dominer le football durant les prochaines années. Bref, Willou, comment tu vas? Est-ce que tu es en forme et est-ce que tu es chaud pour parler de ces sujets? Ouais, la grande forme, très chaud, toujours chaud pour parler du génial Khvicha Kvaratskhelia et de Victor Osimhen et de Harry Kane et de Heung-min Son, bien sûr. On vient de tourner une vidéo d'1 heure, donc il va falloir retrouver un peu de mobilité au niveau de bien articulé. C'est pas le sujet le plus simple pour l'articulation, mais non, très chaud parce que franchement, tu nous as dégoté ça hier. Super sujet. Il y a vraiment beaucoup de trucs à dire, donc voilà, hâte. Cool. Moi, je pense qu'on peut commencer directement par les boys de Tottenham, disons. Commençons par Tottenham. Tottenham qui est dans une situation un tout petit peu assez compliquée, mais c'est pas la première fois. Il faut pas oublier quand même que c'est une équipe qui a eu l'occasion de faire une finale de Ligue des Champions il y a quelques années avec Pochettino, une finale qu'ils ont perdue face à Liverpool à Madrid. Tottenham, c'est une équipe qui cherche un titre depuis plusieurs années. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde. On sait que Tottenham, il ne gagne pas de titre. C'est quand même dommage. Cependant, moi, j'ai toujours dit que même malgré la rivalité qu'il y a entre Tottenham et Arsenal, je reste quand même j'arrive à avoir une certaine objectivité par rapport à leur effectif. Et je trouve qu'ils ont deux joueurs qui sont juste exceptionnels. Le premier, c'est Harry Kane. Le deuxième, c'est Son Heung-min. Et aujourd'hui, je trouve que ces deux joueurs qui, à mon humble avis, sont prisonniers un tout petit peu de ce club-là. Mais est-ce qu'ils sont prisonniers parce qu'ils le veulent ou est-ce qu'ils sont prisonniers parce que vraiment, je ne sais pas, ils y croient? En fait, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Harry Kane, normalement, j'ai envie de dire, il est parti pour battre le record de Alan Shearer. Il est parti pour exploser, je dis bien sûrement, peut-être des records en Première Ligue. Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. C'est un très très grand joueur de football. En Angleterre, il a eu l'occasion de le montrer en équipe nationale, même si l'Angleterre aussi n'a pas eu l'opportunité de gagner des titres. Cependant, en termes de valeur intrinsèque, je trouve que Harry Kane aujourd'hui mériterait beaucoup mieux. On parle peut-être d'un départ de Harry Kane cet été vers Manchester United. À mon humble avis, c'est quelque chose qui fait énormément de sens. Quand je vois le positionnement de Weghorst aujourd'hui dans cette équipe-là, je me dis, Weghorst fait un travail défensif et tout, il est lourd sur le terrain, cependant il n'a peut-être pas l'efficacité offensive qu'il faut. Harry Kane peut amener cela, Harry Kane peut te permettre d'avoir un Rashford qui va vraiment peut-être coller la ligne sur le côté gauche ou sur l'autre côté. Bref, Kane pour moi c'est un pion qui peut être utile à n'importe quelle équipe de Première Ligue, mais malheureusement il est dans une équipe qui ne gagne pas. La même chose pour Son Heung-min aussi, un joueur que j'apprécie énormément. En termes de talent, je trouve qu'il est très très fort, droitier, gaucher, il est capable d'enrouler des deux pieds, il va vite, il est très intelligent, il a eu l'occasion de finir meilleur buteur du championnat, si je ne me trompe pas, tout comme Harry Kane. C'est des gars qui pendant des années et des années ont réussi à nous montrer que eux en tout cas, ils font la part du travail qu'il faut. Maintenant que la structure autour de Daniel Levy et tout ce qui s'ensuit ne suivent pas, ça c'est autre chose. Donc pour moi aujourd'hui, je pense personnellement que Harry Kane et Son Heung-min, même s'ils sont encore sous contrat, devraient faire le forcing pour quitter Tottenham cet été, d'autant plus que on n'est pas sûr de savoir est-ce que Antonio Conte va rester ou pas. Ça ne fait aucun sens qu'il reste là-bas. Ouais, c'est clair parce que c'est une situation tellement spéciale. Ces deux gars-là, ils nous ont mis des images dans les yeux là depuis quelques saisons, c'est quand même un délire, comme tu as dit. Son, co-meilleur buteur de Première Ligue à l'époque avec Salah. Harry Kane, même là, la saison qu'il est en train de faire, s'il n'y a pas l'alien, l'extraterrestre Erling Haaland, il a 20 buts en Première Ligue cette saison, Harry Kane. On est à 2/3 du championnat. Il peut finir à 30 buts cette saison. Ce serait une saison de fou furieux quand tu sais que Tottenham s'accroche difficilement à sa place sur le top 4. C'est pas un Tottenham étincelant qu'on a cette saison. Conte va sûrement partir à la fin de saison. Le truc qui, moi, m'interpelle sur la situation de Kane et Son, c'est que Son, il a déjà 30 ans.
et Kane, il en a 29. Il faut partir, si c'est pour partir, il faut partir vite, quoi. Il reste pas beaucoup de temps. Son, il aura 31 ans cet été, hein. Il est né le 8 juillet. Donc au moment où il va commencer sa saison avec son nouveau club, il aura déjà 31 ans. Les qualités de Heung-min Son, c'est pas des qualités qui perdurent très très bien avec l'âge et avec le temps. Donc moi j'ai plus une interrogation autour de Heung-min Son, notamment par rapport à la saison qu'il est en train de faire en ce moment, qui n'est pas une bonne saison. Même si là récemment il est revenu, il a marqué quelques buts, etc. C'est pas une très bonne saison de Heung-min Son. Rien à voir avec celle qu'on est habitué à voir. Il est plutôt sur le déclin. Harry Kane, pour le coup, c'est un peu différent, parce que pour moi, je vois un joueur qui, effectivement, à Manchester United, comme t'en parles, je le trouve soluble, dans le sens où il peut se bonifier avec le temps. Il se bonifie avec le temps parce qu'il repose moins sur les qualités d'accélération, de vitesse, etc. Harry Kane, pour moi, le truc que je trouve, c'est un joueur fantastique, un de mes joueurs préférés, en vrai, sur la planète foot, parce que c'est beaucoup plus qu'un 9, comme on sait. Il est ce gars qui est capable d'être un 10. Je sais que lui, il veut devenir kicker en NFL, genre après sa carrière de footballeur pro. En vrai, sur le terrain, parfois, il fait penser un peu à un quarterback, quoi. Il envoie ses passes, ses ouvertures de 40 mètres. Et pour moi, ça, ce serait très soluble à Manchester United pour envoyer des Rashford dans la profondeur, par exemple. Depuis cette position plus reculée, Eric Ten Hag, qui aime bien que son équipe évolue en contre dans les grands espaces. Franchement, quand on voit parfois les ballons qu'envoie Bruno Fernandes sur cette oblique Fernandes-Rashford, Kane, il serait très bien adapté à ça, en plus d'être infiniment meilleur tueur que Weghorst, comme tu l'as dit. Donc ouais, Kane à United, pour moi, effectivement, ça ferait sens. D'autant plus qu'il a déjà battu le record de buts en Première Ligue pour Tottenham. Tu vois, il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Par contre, il n'est pas encore le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Il y a encore ce record de Shearer à aller chercher. Est-ce qu'en plus, il aurait les facultés d'adaptation, lui qui a fait toute sa vie en Angleterre, est-ce qu'il aurait les facultés d'adaptation pour un nouveau championnat, une nouvelle langue? Les Anglais, c'est pas forcément ceux qui s'exportent le mieux quand ils sont un peu plus âgés. Quand ils sont jeunes et qu'ils vont en Allemagne, parfois ça marche bien, mais sinon, pas sûr. Donc ouais, Kane à United, je pense que ce serait un truc à faire. United a des ressources, encore plus s'ils sont rachetés par les Qataris. Et là, le contrat de Kane, il expire en 2024. Donc c'est partir cet été, du point de vue de Tottenham et de Levy, qui on sait est dur en affaires, mais c'est partir cet été ou partir l'été prochain pour rien. Donc voilà, moi du point de vue de Kane, c'est sûr qu'il faut gagner des titres. T'es déjà le meilleur buteur de Tottenham. Il n'a pas un seul titre de sa carrière, un seul, littéralement aucun. C'est un problème, même si comme je l'ai dit dans une vidéo, je pense que gagner une Carabao Cup, pour moi ça change rien. Il faut gagner un titre majeur, tu vois. Quand on parle de gagner des titres, est-ce qu'il a gagné des titres? Il faut qu'il gagne une Première Ligue, il faut qu'il gagne une Ligue des Champions, il faut qu'il gagne un Euro, une Coupe du Monde. Là, je trouve aussi des trucs à redire sur Kane. S'il n'a pas gagné ces titres-là, c'est aussi parce que dans les grands moments, les grandes finales, il a été un peu invisible. Finale de l'Euro 2021 avec l'Angleterre, finale de Ligue des Champions, même s'il revenait de blessure, c'était difficile pour lui contre Liverpool en 2019. Mais voilà, il a encore ce cap à franchir. Et avec son profil, il lui reste encore un petit peu de temps. Il a que 29 ans, donc pourquoi pas, ouais. Non, et comme tu dis tout à l'heure, le profil est très très important. Tu as dit un point qui est très important. Des joueurs qui ont un football basé sur l'explosivité, sur la vitesse, sur la percussion, tout ça, le problème c'est qu'à un moment donné, il y a un comment on appelle ça? Il y a, j'ai envie de dire, il y a un tournement? Un déclin? Non, il y a, ça change en fait. Donc, tu as des nouveaux qui arrivent. Effectivement, ils sont dans une phase de déclin et tu en as d'autres qui vont arriver en fait, tu vois. Un turnover. C'est ça, un turnover, exactement. C'est le mot que je cherchais parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, je pense que le football va un peu plus vers cela. On va moins vers des joueurs comme Harry Kane. Tu vois, je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui si tu es un gamin au centre de formation avec peut-être un profil à la Harry Kane, un joueur qui est un peu plus, j'ai envie de dire, pivot, tu vois, qui est un peu plus lourd dans ce qu'on demande à ce poste-là, mais qui a quand même toutes les qualités qu'il faut, tu vois. Kane, il frappe, Kane frappe bien, Kane a un excellent toucher de balle, il a une excellente vision de jeu, les longs ballons, j'en parle même pas, parce que les frappes et tout ça, il sait mettre, il a une technique de frappe que moi j'adore Harry Kane quand il frappe. Franchement, des fois il frappe, je me dis, mais comment il place son pied, lui. Il a une technique de frappe là, tu vois, c'est vraiment, tu sens que le gars, il a travaillé sur la technique en tant que tel, mais l'évolution du football fait de telle sorte que, ok, Harry Kane, tu sens que lui, il a cette capacité-là de pouvoir continuer peut-être à rester aujourd'hui sur un terrain de football. Mais
quand tu es rapide, quand tu es vif, quand tu es explosif, est-ce que tu vas continuer à l'être après 30 ans en sachant qu'aujourd'hui, c'est des gamins de 17 ans, 18 ans, 19 ans, je dis bien, qui sont sur les côtés. Tu as des petits, je sais pas moi, on prend l'exemple d'un petit comme Baldé, Saka, machin, tous ces gamins-là. Très très tôt, ils ont déjà commencé à être virevoltants sur les côtés. Donc effectivement, je m'inquiète pour Son Heung-min, tout comme toi, parce que je ne sais pas, lui, en fait, où est-ce qu'il peut rebondir. Donc, finalement, lui, il va rester une légende à Tottenham. Et c'est ça qui est un peu dommage, en fait, dans la carrière du joueur, c'est qu'il va devenir un grand joueur. On ne va pas l'oublier parce qu'il n'y a pas eu énormément, peut-être, de grands joueurs asiatiques qui ont eu l'occasion de nous marquer dans le championnat. On se rappelle encore de Park Ji-sung, tu vois, donc il y en a eu quelques-uns qui vraiment nous ont marqué. Et Son Heung-min en fait partie. Il n'y a rien à dire. C'est peut-être même le plus grand joueur asiatique qui ait jamais évolué dans la première ligue. Il n'y a absolument rien à dire. Mais sa carrière sera toujours entachée par le fait qu'il n'a rien gagné. Et même si tu gagnes une Carabao Cup ou une FA Cup, comme tu dis, ça ne concerne, je pense, que les supporters de ton club. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, quand on va devoir te juger, ça devient difficile, en fait, de pouvoir te juger parce qu'on va te juger par rapport à des boys qui, eux, ont gagné des titres exceptionnels, tu vois. On va te juger par rapport à des Mbappé, on va te juger par rapport à d'autres gars qui, eux, ont été champions du monde, peut-être seront champions d'Europe, peut-être gagneront une Ligue des Champions et tout. Donc oui, dans ce cas-là, c'est assez difficile. Pourquoi j'avais envie de faire ce parallèle-là entre Son, Kane et puis Osimhen et puis Kvaratskhelia, c'est parce qu'en réalité, moi, je me rends compte que finalement, il y a quand même un dénominateur commun, c'est le président. C'est qu'ils ont quand même des présidents qui sont durs, comme tu dis, en affaires, en fait. Lévy, c'est difficile de discuter avec lui. Je pense que Lévy, tout le monde est d'accord en première ligue, que le gars, même pour parler avec lui-même, c'est assez compliqué, en fait. Tu viens pour négocier sur certains cas, c'est très, très difficile. C'est un gars qui est dur en affaires, qui n'a aucune pitié, il s'en fout. Un côté, De Laurentiis, c'est la même chose. Lui-même, il nous a dit récemment, dans une entrevue, si je ne me trompe pas, il dit que lui, il est très fort pour écrire des contrats. Donc, pour sortir du contrat, c'est très, très difficile, je dis bien, pour sortir d'un contrat avec De Laurentiis. Pour un gars qui a dépensé énormément d'argent sur un joueur comme Osimhen, parce que Osimhen est en train de performer cette saison, il n'y a rien à dire, il est sur une saison exceptionnelle, mais ils l'ont quand même acheté très, très cher. Kvaratskhelia, ils ne l'ont pas acheté cher, ils l'ont acheté 10-12 millions d'euros là-bas en Géorgie, rapidement et tout. Donc, du coup, je me dis qu'aujourd'hui, ces gars-là, quand ils vont partir, avec l'âge qu'ils ont, ils ont une plus-value qui est juste extraordinaire et le monde entier les veut. Et c'est là où je pense qu'il y a un parallèle parce que Kane et Son, il y a 2-3 ans, je pense que tout le monde était comme sur eux, en mode genre, mais Son, pourquoi il n'irait pas à Paris? Kane, pourquoi il n'irait pas là? Etc., etc. Mais finalement, plus le temps avance, moins tu gagnes de titres, et tu n'en as pas gagné, les années avancent et après, tu perds en valeur parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Aujourd'hui, on est sur un mode, on s'est dit, OK, Osimhen et Kvaratskhelia, ils sont jeunes, ils vont gagner la Serie A. C'est-à-dire que comparé à Kane et à Son qui n'ont rien gagné, eux, dès la première année, leur valeur, elle a explosé en fait aux yeux du monde, non seulement financièrement, mais aussi en termes de football en fait. Leur valeur même en termes de football, eux, c'est des footballeurs pertinents. Parce que tu te dis, eux, ils sont dans un effectif qui est pertinent, mais au-delà de cela, ils réussissent à performer. Faire une saison, je dis bien, à combien? Je ne sais même plus. 19 buts, 4 passes décisives pour Osimhen et puis 11 buts, 9 passes décisives pour Kvaratskhelia. Pour moi, c'est exceptionnel en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire ce parallèle-là en me disant, et c'est là où j'ai envie de te poser cette question-là, est-ce que eux aussi ils doivent partir ou est-ce qu'ils peuvent prendre le risque de rester parce que le Napoli va gagner la première année et l'année prochaine, et même encore cette année, a peut-être l'ambition d'aller en Ligue des Champions et de pousser beaucoup plus loin. Donc je ne sais pas en fait, quelque chose où je me dis, s'ils restent trop longtemps en Serie A, est-ce que leur valeur aussi ne va pas baisser? Et d'un autre côté, j'ai envie de dire aussi que finalement, ça montre à quel point aussi des fois, certains championnats sont mis sur un piédestal parce que Osimhen te dit que son rêve, c'est de jouer en Première Ligue. C'est ce qu'il a dit il n'y a même pas une semaine ou deux, là, quand il a été élu meilleur joueur étranger en Italie et tout. Il dit que son rêve, c'est de jouer en Première Ligue. OK, son rêve, c'est de jouer en Première Ligue. Mais est-ce que la Première Ligue, c'est le futur? Pour moi, parce que je me dis, OK, on est le championnat le plus regardé, le championnat, voilà, c'est vraiment, t'as tout un aspect qui est autour de la première ligue qui fait que vraiment tous les matchs sont attractifs, tout le monde regarde et tout. Le championnat devient de plus en plus compétitif, de plus en plus difficile. Mais si tu es dans une équipe qui, elle, a l'ambition de dominer, comme on en discutait dans l'autre vidéo, un Bayern qui est dans son championnat, mais quand ils arrivent en Europe, ils te montrent que c'est pas une question de faiblesse de championnat, eux, ils sont capables de dominer. Est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas. J'en arrive à ce point-là où si j'étais l'agent de Osimhen, je lui dirais, dois-tu partir ou pas, parce que des offres cet été, je pense qu'ils en auront tous les deux. Ouais, ça c'est clair. Bah écoute, pour moi la question entre Kvara et Osimhen, elle me semble un peu différente dans le sens où Kvara, il a 22 ans, il vient de les avoir et il vient de signer à Naples. Osimhen, il est à Naples depuis 2020.
En 2023, là, été 2023, ça fera 3 saisons quand même qu'il est déjà là. Et il a déjà 24 ans. Donc, il est plus avancé dans sa carrière. Et il est plus avancé dans sa carrière à Naples. Si il gagne la Serie A cette saison avec Naples, pour moi, c'est logique qu'il parte. Après, ça va être difficile parce qu'on sait, De Laurentiis, c'est très costaud en affaires. Et il a un contrat encore jusqu'en 2025. Donc, De Laurentiis peut le garder jusqu'en 2024, au moins, bien au chaud, etc. Mais de mon point de vue, pour Osimhen, ouais, ce serait sans doute le bon moment. Parce que peut-être qu'aussi, c'est ça qui lui permettrait de franchir un cap supplémentaire. Alors en matière de notoriété, de standing, etc., n'en parlons pas. Évidemment, la Première Ligue par rapport à la Serie A, c'est un monde de différence. Si demain il signe à United, comme on en parle, ou je sais pas, j'ai vu passer City, le PSG, etc., tous des clubs qui sont au-dessus en matière de rayonnement, d'aura, pas forcément de performance, évidemment, comme on le voit avec l'extraordinaire saison de Naples, mais qui sont tous au-dessus des clubs de Serie A. Il y a aussi la question, est-ce que ça peut lui permettre de progresser? Donc sur son rayonnement, sur son aura, mais aussi techniquement, sur son jeu. Tu vois, en Première Ligue, confrontation avec les plus gros clubs, quasiment semaine après semaine, tu joues d'énormes chocs, ça peut être une perspective. Bon, si tu gagnes le titre là avec Naples, qu'est-ce qui te reste à faire en Italie aussi? Pour Osimhen en tout cas. La Ligue des Champions, tu seras peut-être jamais mieux armé pour la gagner que cette saison-là actuellement aussi, tu vois. Et s'il la gagne cette saison-là avec Naples, en fait, moi, je suis pas pour le fait que ces deux-là s'en aillent. Moi, j'aime bien un foot où les richesses sont redistribuées et où on a ces saisons fantastiques de Naples. C'est génial cette saison. Mais il faut pas oublier d'où elle vient, cette saison magnifique de Naples. Elle vient de quelques bons coups qui ont été bien sentis sur le marché des transferts. Comme tu l'as dit, Kvara pour une douzaine de millions d'euros. Ça, c'est pas possible de le répéter année après année. On le sait d'expérience. La saison que Naples est en train de faire... ils vont pas la faire chaque année. Bon, évidemment, parce que ce serait un truc de malade. Ils font une saison hors norme, même dans les 5 championnats majeurs. Les autres, c'est du jamais vu, entre guillemets, quasiment, tellement ils sont forts. Mais c'est dur de se dire que Naples, c'est le futur versus un club de Première Ligue où chaque année, tu peux faire des 100, 150, 200 millions d'euros d'investissement. Je crois que même niveau salaire, pour un Osimhen, pour un Kvara, partir dans un autre grand club de Première Ligue ou le Paris Saint-Germain, etc., c'est aussi un gap énorme que tu fais. Maintenant, moi, la question qui m'intéresse, c'est plutôt est-ce que Naples va laisser partir? Parce que j'ai l'impression que De Laurentiis, faire de grosses indemnités de transfert, etc., lui, il est vraiment dans l'idée renforcer son équipe avant tout. S'il se dit qu'il ne peut pas trouver meilleur que Osimhen, pas trouver meilleur que Kvara, je pense qu'il ne va pas les vendre. C'est pour ça que des Koulibaly sont restés aussi longtemps, toi tu le sais bien, etc., parce qu'ils ne voyaient pas de remplaçant à la hauteur. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est Kvara, je pense qu'il va rester. Je ne le vois pas partir au bout d'un an. Je pense qu'il a ce contrat, etc. Je ne vois pas Naples le laisser partir. En revanche, Osimhen, je trouve que c'est plus possible. Et du coup, est-ce que Kvara, seul, entre guillemets, ça peut marcher? Et surtout que moi, j'ai envie de te dire rapidement, dans ce cas du Napoli-là, c'est que ça marche souvent, au niveau de Naples, ça marche par duo ou par trio, en fait. Hamsik, Cavani l'avait dit, Mertens, Insigne, je ne sais même plus c'était qui l'autre encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose qui fait que je dis ok, le Napoli c'est ça, ils ont cette stabilité-là à droite, à gauche, ça va, c'est solide. Cette année ils arrivent, on parle de Kvaratskhelia et de Osimhen, mais derrière il y a les Simeone, il y a les Elmas, il y a machin, il y a plein de joueurs qui sont quand même très très pertinents dans cet effectif-là, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une question à se poser, à savoir, est-ce qu'ils sont prêts à perdre Osimhen? Et c'est pour cela que moi je dis, c'est quoi l'ambition de Laurentiis en ce moment? Est-ce que son ambition, c'est de faire de l'argent? Parce que la vérité, c'est que Osimhen, aujourd'hui, je pense, il ne vend pas à moins de 100 millions. Donc, c'est même pas la peine de beaucoup parler avec lui. Ouais. Si les gars sont allés acheter l'Ukrainien, là, le frérot Modric à 100 millions, sachez que lui, il va pas venir vendre son gars à moins de 100 millions. Ça, c'est clair, net et précis. Donc maintenant, est-ce qu'un club est prêt à mettre 100 millions sur Osimhen? Moi, je pense qu'il en vaut, ça c'est sûr et certain qu'il vaut 100 millions. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre les 100 millions sur lui maintenant? Et d'un autre côté, au niveau de Naples, est-ce que leur ambition c'est de gagner 2 Scudetto, 3 Scudetto, dominer, je dis bien, pendant quelques années, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire malgré toutes les belles générations qu'ils ont eues? Donc, je sais pas, moi, il y a un dilemme qui se pose là-bas au niveau du Napoli et je pense que ce dilemme-là influe un tout petit peu sur la décision possible des joueurs parce qu'un joueur comme Kvaratskhelia
Kelia, c'est quel genre de... Qu'est-ce que tu lui proposes aujourd'hui? Tu lui proposes de rester dans une équipe en lui disant que l'année prochaine, tu perds ton attaquant, ton numéro 9. On va essayer de faire un recrutement, d'aller chercher un nouvel attaquant, un nouveau numéro 9, un gars au top et tout. Et on va essayer d'avoir la même équipe compétitive pour toi. Mais si cet été, tu as des offres qui arrivent à hauteur de 100 millions, 120 millions, 130 millions, 140 millions, ce qui est fort possible, de clubs qui sont intéressés, ça peut être le Real, ça peut être le Barça, ça peut être tous les clubs anglais, ils ont de l'argent. Ça peut être peut-être, bon, le Paris Saint-Germain, peut-être moins parce que le gars ne vend pas 35 000 maillots. Mais bref, c'est pour dire que je pense qu'il y a quelque chose qui fait de telle sorte que pour moi, c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce parallèle-là, parce que c'est des décisions qui sont tellement importantes. Voilà un joueur qui est déjà arrivé à un tournant de sa carrière alors qu'il est juste au début de sa carrière. C'est ça qui est fou en fait. C'est ça qui est fou avec Kvaratskhelia, parce qu'il doit prendre une décision, je pense, rapide. Parce que la vérité, c'est que tu restes au Napoli encore 2 ans, tu as une blessure, c'est fini, hein. On t'a oublié, gars. Le football va très très vite en fait. On peut t'oublier rapidement. Alors que ce qu'il fait en ce moment, c'est exceptionnel. Un petit qui dribble tout et n'importe quoi. En fait, je le regarde jouer et je me dis, c'est parce que c'est la Serie A. C'est le petit là. S'il était à Southampton, à Everton ou à n'importe quel autre club, je dis bien, du bas du classement anglais, il y aurait eu encore, je suis sûr, 4000 fois plus de bruit autour de lui qu'il y en a aujourd'hui. Même s'il est premier de Serie A, même s'il fait des choses exceptionnelles à chaque week-end. Donc, pour moi, ça devient, je pense que c'est un sujet assez compliqué, une décision assez importante à prendre à la fin de la saison. Ça va aussi dépendre de comment leur saison va se terminer, mais que vont-ils faire réellement? Je me pose des questions et j'ai pas envie qu'ils tombent dans dans la même routine que sont tombés Harry Kane et Son Heung-min, parce que je pense que Harry Kane et Son Heung-min auraient pu peut-être partir, mais à chaque fois, Daniel Levy, Tottenham leur a fait croire que cette année c'est la bonne. Cette année c'est la bonne, cette année on va gagner, cette année on va gagner. Donc je sais pas, on va voir. Puis en plus, ils étaient dans une situation confortable à Tottenham quand même, avec d'énormes salaires, l'exposition de la Première Ligue, ce qui est quand même une situation différente. Quand tu es en Première Ligue, dans un club du top 4, top 6, quand même un club qui a fait une finale de Ligue des Champions, etc., tu peux te dire que t'es presque à la fin de ton parcours, entre guillemets. Alors pour ces gars-là, non, il y a une étape supplémentaire sans doute, mais c'est une situation, un environnement confortable. Alors qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais c'est comme ça que le foot a évolué, Naples, il n'y a aucun joueur, à part un gars né à Naples, formé à Naples, quelques rares exceptions, etc., qui considère que c'est la dernière étape. S'il peut faire plus, il voudra plus. Et je pense que la question c'est, si on prend l'inverse, comment, dans quelles conditions est-ce que Osimhen, ou Kvara pourraient rester à Naples? Pour moi, c'est simple, c'est si Naples montre qu'ils sont en capacité de transformer cette excellente saison en un projet de 5-10 années pour être une machine qui va rouler sur l'Europe. Et ça, aujourd'hui, la seule manière véritablement de le faire, c'est avec beaucoup d'argent. Parce que, comme j'ai dit, les coûts que tu fais à 10-15 millions d'euros au mercato, les Kvara, les Kim Min-jae, etc., c'est dur de le reproduire saison après saison. Au bout d'un moment, ce qui parle sur la durée en foot, en tout cas aujourd'hui, c'est à quel point est-ce que tu as les poches profondes, quoi. Et ce Naples, je crois, à moins qu'il soit financé par un État demain, il sera jamais dans cette capacité-là. Non, ils pourront Donc, même pas. Je crois que logiquement, ils pourront même pas tenir en termes de salaire. Et ça me permet même peut-être de finir avec ça et de poser cette question-là même, un débat ouvert. Qu'est-ce qui est plus important finalement? Est-ce que c'est le statut et l'aura de ton club, ou c'est le plan de jeu qui t'est proposé? Parce que pour moi, je suis désolé, hein, moi, vous-même, vous savez, la Première Ligue, comme je dis souvent, c'est mon championnat. Je connais très bien ce championnat-là. Je le suis à chaque week-end et tout. Mais je trouve que des fois, en termes de plan de jeu, on n'a pas les plans de jeu les plus attrayants. On n'a pas les styles de jeu les plus attrayants. Maintenant, ça ne change en rien sur le fait que le championnat soit à un autre niveau, que les équipes aient des... Tu sais, aujourd'hui, Chelsea, machin, tout ça, toutes ces équipes-là vendent 20 000 fois plus que les clubs italiens, en fait. On ne boxe même pas dans les mêmes catégories, tu vois. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui quand tu es un joueur de football? Sachant aussi qu'en termes de salaire, c'est difficile. Tu as Osimhen, tu vas en Première Ligue, ton salaire va peut-être être doublé. Tu vois, chaque année, il y a des boys, ils vont en Première Ligue. Pourquoi? Parce que leurs salaires sont souvent doublés ou même beaucoup plus. Tu vas te retrouver un West Ham qui est en train de se battre pour la relégation. C'est une équipe qui a quand même dans son effectif un Paqueta qui est un excellent joueur de football. Tu me laisseras pas dire, tu me laisseras pas mentir ici. Un Scamacca qui a fait une saison exceptionnelle la saison passée. Il y a pas mal
mal de clubs qui étaient intéressés par lui. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. Tu regardes des fois certains clubs de première ligue, je dis, mais les gars, c'est parce qu'on a de l'argent, c'est parce qu'on a de l'argent que tout le monde vient et les gars sont payés et ils sont contents en se disant, OK, moi, à chaque week-end, je suis sûr et certain que les gens vont me regarder, en fait, tu vois. Alors que tu es dans un autre club, tu es premier du championnat, tu domines, je dis bien, le championnat, tu montres un football exceptionnel, mais tu es prêt à partir. Ah, il y a un problème. Mais là, pour l'instant, ce que Kvara, Osimhen montre, heureusement, c'est pour ça qu'on a cette conversation, c'est que avec ce qu'ils montrent, ils vont avoir des propositions bien meilleures que West Ham. Ça c'est sûr. Ça, ou les Wolves, ou des trucs comme ça. Donc c'est là que ça devient intéressant. Mais je trouve que c'est un très bon débat que tu soulèves, parce que je trouve que ça permet de se mettre aussi dans la perspective d'un joueur de foot. Nous, on raisonne beaucoup sur le présent. Le joueur de foot, quand il doit prendre un choix pour sa carrière, il doit raisonner pas sur le présent, il doit raisonner sur le futur proche. Peut-être que là, le projet, c'est pas celui qui donne le plus de garanties, mais le joueur, et en plus, il a des discussions avec le club, donc il peut avoir des informations sur quel est le projet qui est en train d'être bâti, quelles autres recrues vont être faites cet été-là. Parce que moi, je sais que cet argument de mais il a juste signé pour l'argent, le prestige, la réputation du championnat, mais pas pour le club en lui-même, c'est totalement ce qu'on aurait pu dire à des gars qui ont signé à Manchester United il y a pas longtemps. Même à des Bruno Fernandes, etc. Ah ouais, mais t'as signé à United parce que c'est United machin, mais sportivement, c'est un peu t'enterres ta carrière et tout. Ouais, mais non, parce que là, United est en train de rebondir et en fait, tu peux avoir tout. Tu peux avoir le prestige, l'argent et aussi le succès sportif parce que demain, il y a un super coach qui arrive, parce que le projet change un petit peu de direction et parce que ça se met à marcher. Et je pense que des gars comme ça, ils veulent aller dans un club qui non seulement a la dorure, mais aussi à la performance. Mais la performance, elle est difficile à lire avant. Peut-être que demain, là on parle, c'est marrant, on fait Kane, Son qui partent de Tottenham. Peut-être que demain, Kvara, il va à Tottenham. Et Tottenham explose. Devient un des tout meilleurs clubs. Ah, ça te ferait mal, hein. Mais tu vois, on sait jamais dans le foot. Ça change vite aussi, ça aussi, les dynamiques d'un club, d'une équipe, surtout avec des gros transferts comme ça. Donc c'est ça l'enjeu pour trouver leur prochain club, bien le trouver. Et potentiellement, tu peux tout avoir. Tu peux avoir l'argent. Tu as parfaitement raison. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui ont fait certains choix comme ça, qui des fois, par exemple, et c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on pourrait avoir ce sujet-là même sur d'autres joueurs. Parce que moi, par exemple, quand un joueur quand les boys de l'Ajax, là, ils font leur choix, mais il y en a beaucoup, moi, je ne suis pas d'accord avec leur choix. Je suis pas d'accord avec leur choix, moi, de Donny van de Beek, ce qu'il est devenu, franchement. Ça me fait mal. Il allait faire quoi, lui, là-bas? Qui l'a envoyé à Manchester, franchement? Je dis, moi, dès le départ, je savais que ça allait pas marcher. Il y a certains transferts, là, dès le début, tu sens que ça va pas marcher. Ziyech, quand il allait à Chelsea, moi, je me rappelle, j'étais venu, je pense, en vidéo, peut-être que les gars, s'ils vont voir les anciennes vidéos, je me rappelle même plus. J'avais dit que Ziyech à Chelsea, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce qu'il y a quelque chose. Ziyech, je le voyais bien à Arsenal. Je le voyais à Arsenal et je me disais qu'en termes de style de jeu, lui, il peut nous apporter quelque chose parce qu'il y a ça. À Chelsea, c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que les autres sont un peu dans ce même stade-là parce que un Osimhen va sûrement recevoir une offre intéressante de la part des Blues. Ça, j'en suis convaincu. Mais est-ce que c'est maintenant le moment d'aller à Chelsea? Tu as parfaitement raison. Tu vas toucher de l'argent. Voilà. Ça, vraiment, les gars vont te payer tes 15 millions ou quelque chose par année, ça n'a pas de problème. Mais sur le long terme, une équipe qui a acheté 20 attaquants, est-ce que c'est l'équipe-là qu'il te faut réellement? Est-ce que tu seras indiscutable numéro 1 comme au Napoli ou même tu as eu le temps à Naples, il a eu le temps de faire un mauvais début de saison, de se blesser, de revenir et de dominer. Donc, est-ce que tu as ce temps-là en première ligue? Souvent, tu ne l'as pas. Mais sur la prochaine étape de sa carrière, il ne faut pas qu'il ait le temps. S'il signe dans un club, sur la prochaine étape de sa carrière, là, s'il signe dans un club où on lui laisse le temps de... C'est parce que ce n'est pas un club suffisamment haut. La réalité, c'est que tous les grands clubs où tu peux gagner les grands titres, les Ligues des Champions, tu n'as pas le temps. Ça, c'est la réalité du calibre 1, du calibre élite, du tier 1 des clubs. Et c'est ce club vers lequel il se destine. Donc ça fait partie du jeu. Et moi, je trouve que Chelsea, ce ne serait pas un mauvais projet. Chelsea, on en parle beaucoup, les sommes qui sont dépensées, etc. Dans 5 ans, peut-être que Chelsea, ils ont remporté 2 Ligues des Champions, 3 Premières Ligues. Hein. Attention. Ça, c'est les réflexions que les joueurs ils doivent avoir parce que voilà, ça peut vite changer. C'est la beauté du football en tant que tel. Rien n'est absolument linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Une équipe est capable, dans ces moments les plus difficiles et les plus sombres, peut-être parce qu'ils ont l'argent, d'attirer des joueurs en leur promettant un projet qui va marcher. Et c'est le cas de la Première Ligue. Donc moi, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est 2 joueurs qui peuvent... Moi, personnellement, pour finir, je pense que sur les 4, pour moi,
Je pense que Harry Kane doit aller à Manchester United. Je pense que c'est le meilleur choix qu'il puisse faire. J'ai beaucoup réfléchi sur l'affaire. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas à quitter l'Angleterre. Je pense même pas qu'il ait vraiment d'offres en dehors de l'Angleterre, à part le Bayern. Ils avaient dit, si je me trompe pas, peut-être le Bayern et tout, mais je suis pas convaincu que Harry Kane en dehors de l'Angleterre, il sera le plus à l'aise. Pour moi, il doit aller à Manchester United parce qu'il y a un très bon coach. Il y a une vision en fait sur le long terme, et je sais que Erik ten Hag, il saura l'utiliser. Et en plus de ça, c'est un profil qu'il n'a pas dans son effectif. Son attaquant dont il nous a parlé depuis le début de la saison, c'est Anthony Martial. On le cherche, on ne le voit pas. Franchement, il est soit blessé, soit tout ça, c'est assez compliqué. Donc, ils ont besoin d'un numéro 9, ça c'est sûr. Donc, je pense qu'Harry Kane, pour moi, Manchester, ça fait du sens. Son, tu as dit un point très pertinent. Je ne sais pas, l'âge, ailier, vivacité. J'ai l'impression que Son Heung-min, il va finir, je dis bien quelque part, en Ligue 1 et on va dire, ah bon, c'est dommage, tu vois. Donc, c'est ça qui me fait un peu mal parce que je me dis, j'aurais vraiment aimé le voir au courant de sa carrière gagner un titre. Mais encore une fois, il va, je pense, rentrer dans l'histoire comme étant un one-man club. Donc, il est resté là-bas à Tottenham, il sera une légende de Tottenham et tout. Osimhen, doit-il partir quelque part? Je pense qu'Osimhen, l'Angleterre, ce serait parfait pour lui. Je pense qu'il a tous les atouts pour pouvoir dominer en Angleterre et tout. Si ça se passe bien, si la structure du club et l'identité de jeu lui vont bien. Kvaratskhelia, il me pose problème. C'est un boy que je n'arrive pas trop à placer. Et dans ma tête, franchement, j'ai deux clubs pour lui, mais qui sont deux clubs qui ne s'entendent pas, c'est le Real ou le Barça. C'est vraiment ça qui est bizarre en fait. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis, j'ai dit le boy là, est-ce que je le vois? Parce que je dis, déjà il va falloir être capable de payer, il va falloir avoir parce qu'il y a des joueurs, c'est juste le prix. C'est qui a le plus d'argent. J'ai le plus d'argent, je peux payer, je te le vends. Lui, je sens que ce n'est pas ce genre de joueur-là. Lui, c'est au-delà du prix, c'est qui aura le projet le plus intéressant. Donc, on va tous venir avec des offres de 100 millions, mais le Real devra expliquer son projet, le Barça devra expliquer son projet, Manchester devra expliquer son projet, et lui et son agent, ils prendront la meilleure décision. J'ai l'impression que le football espagnol pourrait être un football qui lui va vraiment bien, ouais, je pense. J'avoue, bien vu. Moi, j'en ai pas mal vu parler autour du Paris Saint-Germain, etc. Mais c'est vrai qu'entre Real et Barça, foot espagnol, je suis assez raccord avec toi. Et du coup, pour moi, si c'est ça le débat, la réponse, elle est claire, nette, précise. Ça doit être le Barça. Parce que le Barça a besoin d'un ailier gauche. Ils veulent absolument un ailier gauche pour se renforcer. Alors que le Real Madrid a déjà Vinicius. Et potentiellement voilà. Mbappé. Du point de vue de Kvara. Donc ils ont assez de gaz sur le, voilà. sur le côté gauche. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Que doivent faire ces joueurs-là? Est-ce que vous avez aussi d'autres joueurs dont vous avez l'idée, vous voulez qu'on discute un tout petit peu de ce qu'ils pourraient faire cet été? Parce que plus la saison approche de sa fin, plus les renouvellements de contrats, les transferts, les rumeurs à gauche et à droite. Bref, c'est comme ça le football. On est en plein milieu de notre saison, mais on se projette déjà sur la saison prochaine, à savoir qui sera prêt, qui sera, je dis bien, en tout cas, compétitif. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Wilou, un dernier mot? Très belle conclusion. Le feuilleton éternel du foot, et on est déjà projeté sur la prochaine saison, comme The Last of Us en gros. Exactement, c'est la même chose. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne sur la chaîne Outsider et aussi sur la chaîne de Wilou pour ne rater aucun contenu. Et voilà, comme je dis souvent, on reste en santé. C'est le plus important. On se capte bientôt. Tous Outsiders.